Et je suis très content de pouvoir donner la parole à Veerle Evenepoel, qui est coordinatrice à Medi Migrant et qui va prendre pour elle donc la première partie. Veerle zal het eerste deel inleiden. En daarna zullen we de uitleg geven over het vervolg van deze avond. Veerle, à toi la parole. Dankjewel, Louis. Goedenavond allemaal en bedankt om hier aanwezig te zijn met dit mooie weer en de voetbal op televisie. Ik dank ook Brusano en Bruxelles om ons de gelegenheid te geven om hier vanavond een beetje meer uitleg te geven over de missie van onze organisatie, namelijk toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut of in een precair verblijf. Moi, je suis Veerle Evenepoel, donc je travaille à l'ASBL Medi Migrant, donc MED de médical et puis immigrant pour mieux retenir. C'est une ASBL située à Schaerbeek. Nous sommes subconventionnés par le VGC et le COCOM et aussi d'un projet de Bruxelles Sécurité et Prévention. Nous sommes 3 personnes. Et nous travaillons avec des permanences téléphoniques. Donc, en principe, les personnes ne peuvent pas venir chez nous sur place, mais ils peuvent nous téléphoner. Nous avons aussi un numéro gratuit et nous répondons à des questions des personnes mêmes dans le groupe cible, mais aussi à des professionnels dans le secteur médico-social, juridique, et aussi l'entourage des personnes, les membres de leur famille, etc. Vanavond ga ik met jullie even kort overlopen wie dat die personen zijn. Mensen zonder wettig verblijf of in een precair verblijfsstatuut. En dan ga ik even bekijken wat de verschillende mogelijkheden zijn om de factuur te betalen. En ik ga de focus leggen op 2 systemen, namelijk het systeem of de procedure dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Die verloopt via het dossier W en dan ook de tussenkomst van FedAsyl. Bijvoorbeeld, qui sont les personnes sans séjour légal? J'ai mis quelques exemples. Donc, ce sont des personnes qui sont déboutées, qui ont commencé une procédure d'asile, mais pas réussi, qui ont commencé une procédure de regroupement familial, mais pas réussi. Je pense aussi à des migrants en transit, des personnes qui ne veulent pas rester ici en Belgique, mais qui veulent voyager vers un autre pays. Aussi les touristes qui ne sont plus touristes, donc dont le visa est arrivé à l'expiration. En dan heb ik er ook bijgeschreven op de slide, opgelet met de terminologie. Probeer toch het woord illegaal, illégaux, les illégaux, te vermijden. Onder het mom van no person is illegal. De VZW Picum, dat is een VZW die internationaal werkt met mensen zonder wettig verblijf, heeft op hun site een overzicht geplaatst van de verschillende terminologieën in de verschillende Europese landen. In het Engels spreken we dan over undocumented migrants. Donc des personnes sans séjour légal, mais aussi des personnes avec un séjour temporaire. Donc, malheureusement, d'un côté, il y a beaucoup de personnes ici en Belgique qui ont un certain document de séjour, un annexe, une attestation de séjour, mais qui ne donnent pas accès à, par exemple, le CPS ou l'assurance médicale et qui peut être aussi retiré par l'Office étranger ou pas prolongé. Dus we beschouwen die mensen eigenlijk als mensen met een voorlopig verblijfsstatuut. Ze zijn nog niet duurzaam in België gevestigd. Dus ze hebben
een zeker verblijfsstatuut of een zeker verblijfsdocument, maar toch nog geen definitieve verblijfssituatie. Het zijn mensen met een voorlopig verblijf of ook soms met een precair verblijf genoemd. En dan denk ik aan bijvoorbeeld de mensen in de asielprocedure. Nu wordt die asielprocedure procedure de protection internationale protectie genoemd. Of bijvoorbeeld studenten. Ze hebben hier een wettig verblijf, maar het verblijf kan stoppen, kan ingetrokken worden. Ook toeristen. Toeristen hebben een visum, maar dat is een voorlopig verblijf. Ik denk aan andere categorieën, au pair bijvoorbeeld, en ook al de mensen in de procedure regularisatie om medische redenen bijvoorbeeld, die een attest van immatriculatie hebben. Dus er zijn heel wat mensen die toch in een onzekere situatie, een onzekere verblijfssituatie bevinden. Wat ze wel gemeen hebben, is dat hun motief om naar België heel divers is. Zowel voor de mensen zonder wettig verblijf als de mensen die een voorlopig verblijfsstatuut. Er zijn verschillende diverse beweegredenen waarom zij in België zijn. Dus we kunnen ze niet definiëren als één bepaalde groep. En ook interessant, ze komen uit verschillende sociaal-economische situaties. Sommige mensen zijn behoeftig zonder inkomen, anderen niet. Ze zijn ook soms echt geïntegreerd in een sociaal netwerk van hun eigen gemeenschap bijvoorbeeld. Of andere mensen, ils sont très isolés, ils ont complètement pas de réseau. Donc ça change beaucoup entre le groupe cible. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est ils ont une autorisation non définitive en Belgique. Et pourquoi c'est important la différence entre sans séjour légal et avec un séjour précaire? Par exemple, pour la loi CPS de 1976, donc article 1 de la loi CPS dit le CPS doit aider la personne à mener une vie digne, mais article 57, paragraphe 2, dit il y a une exception pour des personnes sans séjour légal, ils ont seulement droit à l'aide médicale urgente. Pourquoi aider une personne sans séjour légal? Peut-être c'est très logique pour vous. C'est aussi logique, c'est normal, c'est légal. Ik heb enkele belangrijke wetten of artikels opgesomd. Dus op de eerste plaats, donc, la Constitution belge. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Er zijn ook heel veel internationale conventies, de antidiscriminatiewet, de antiracismewet. Ook artikel 77 van de verblijfswet is een heel belangrijke. Donc, cet article dit que c'est pas un crime d'aider une personne si c'est pour raison humanitaire. Donc, pour tous les volontaires qui aident des personnes sans séjour légal, c'est pas un crime si vous le faites principalement pour raison humanitaire. En dan article 39 et aussi des autres articles dans le code de déontologie médicale explique que le médecin donne les soins requis à une personne en danger. En dan ook enkele algemene belangrijke principes. Hè. Dus de algemene volksgezondheid is belangrijk. Ook de sociale cohesie. Het is belangrijk als uw kind naar school gaat en weet dat het kind naast hem de kans krijgt om zich te verzorgen, dat uw buren zich in de mogelijkheid bevinden om zich te laten verzorgen. Ook gewoon respect voor elkaar en ook solidariteit tussen zieke personen en gezonde personen. Dus dat zijn een aantal belangrijke principes om in het achterhoofd te houden. Dus dat we doen wat we doen, dat perfect kan. En dan, met deze slide beginnen wij bij Minimigrant telkens een vorming om aan te tonen dat het niet zo simpel allemaal is. Om de juiste toegang te vinden tot gezondheidszorg. Want de toegang tot gezondheidszorg is hangt eigenlijk vast aan het verblijfsstatuut. Dus die cartoon hier spreekt van CPS, OCMW, Fait d'Asile, ILA, Hôpital, Enquête Sociale door een OCMW.
Maar ik ga proberen daar met u een beetje klaarheid in te zien. Dus ik ga een aantal organisaties of instanties overlopen die eventueel kunnen tussenkomen voor de betaling van de medische kosten. Dus voor eerst hebben we de ziekteverzekering in een ander Europees land. Dus met de Europese ziekteverzekeringskaart, die bedoeld is voor een tijdelijk verblijf in België. Dus met die kaart kan uw ziekteverzekering in het andere Europees land tussenkomen voor dringende zorgen, voor ambulante zorgen. Het is enkel als het gaat over zorgen met ziekenhuisopname en die is op voorhand gepland. En het is eigenlijk de bedoeling om die gezondheidszorg hier in België te krijgen, dat u een voorakkoord moet vragen aan het land van herkomst. Maar voor andere zorgen, als u beschikt over die Europese ziekteverzekeringskaart, kan u daarvan gebruik maken en zal de ziekteverzekering van uw land tussenkomen. De bilaterale verdragen is iets dat voor ons ook niet 100% duidelijk is, want dat is heel technisch, maar er zijn verdragen tussen België en andere landen voor aspecten van de sociale zekerheid, voor overdracht van pensioen bijvoorbeeld, en dus ook voor geneeskundige verstrekkingen. Dus die bilaterale verdragen vindt u op de website van het RISIF en daar kan u dan ook kijken wat de inhoud is van het bilateraal verdrag. De ziekteverzekering in België het is ook superbelangrijk om te bekijken met uw cliënt of patiënt of hij toch mogelijk geen aansluiting kan hebben bij de Belgische ziekteverzekering. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de ziekteverzekering nooit onmiddellijk stopt bij verlies van de voorwaarden. Er is altijd een zeker behoud van recht. Bijvoorbeeld een asielzoeker die werkt tijdens zijn asielprocedure, die opent zijn recht op ziekteverzekering. En als die uitgeprocedeerd is, als die een negatieve beslissing ontvangt van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, dan stopt die ziekteverzekering niet onmiddellijk. Er is minstens nog een uitlooprecht of een behoud van recht tot het jaar volgend op het stopzetten van de voorwaarden. Dus dat is een heel groot voordeel van de ziekteverzekering. En dan geven wij meestal ook een beetje uitleg over het verschil tussen een ziekenfonds en de hulpkas. Dus een ziekenfonds, je hebt 5 koepels van ziekenfondsen. Dat is eigenlijk een ledenorganisatie. Je betaalt een klein lidgeld en de ziekenfondsen bieden in ruil voor het kleine lidgeld soms extra voordelen. Bijvoorbeeld om een consultatie bij een psycholoog of tussenkomst bij een kamp voor de kinderen of een sportactiviteit. De hulpkas, le CAMI, c'est pas une organisation membre, c'est une organisation du gouvernement. Il donne aussi le remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire, mais il n'y a pas le petit cotisation membre que vous devez payer. Mais il ne donne pas non plus le extra avantage, par exemple, pour le camp de sport, l'activité, la consultation chez un psychologue. Pourquoi on explique aussi dans nos formations plus en détail quand une personne peut s'affilier, parce que des personnes en situation précaire et aussi même sans séjour légal dans différentes situations, ils peuvent quand même s'affilier comme titulaire ou comme en charge. Donc, c'est quand même la peine de vérifier ou d'orienter la personne vers une mutualité ou vers nous pour voir, la personne a un certain document de séjour, il habite chez une autre personne, il ne peut pas être en charge de l'autre personne, ou il s'agit d'une mineure, moins 25 ans, qui habite chez ses grands-parents ou chez une connaissance, il ne peut pas être en charge de cette personne. La quatrième instance qui peut éventuellement intervenir pour payer les frais médicaux, ce sont les assurances de santé ou les assurances privées. Je pense par exemple à une école qui a une assurance maladie pour ses élèves. N'importe s'il s'agit d'un élève avec séjour ou sans séjour. Par exemple, une assurance de voiture. Si une personne est victime
d'un accident sur la route, l'assureur de voiture doit intervenir pour payer les frais médicaux. Par exemple, l'assurance d'un employeur. Donc, même si la personne travaille en noir, si il a un accident de travail, c'est à l'employeur d'intervenir. Et si l'employeur n'a pas une assurance, c'est parfois FEDRIS, donc l'instance d'État, qui va intervenir et qui va récupérer l'argent chez l'employeur. Et dans ce cadre, je veux faire un petit peu de publicité d'une organisation collègue sur le même étage de Medi-Migrants qui s'appelle Fair Work Belgium. Eux s'occupent juste de cette thématique, donc des personnes en situation précaire ou sans séjour légal qui ont eu un accident de travail ou qui sont victimes d'exploitation par leur employeur. Donc, ils regardent avec la personne concernée s'il y a quelque chose qui est possible, s'il y a des témoins, etc. Et éventuellement, ils créent un dossier, ils contactent l'employeur ou ils vont aux justices. Et maintenant, je vais expliquer un peu plus de deux grandes instances qui peuvent intervenir, le CPS et fait d'asile. Oui, donc le CPS, bien sûr, le CPS peut intervenir pour des personnes en situation précaire avec un document de séjour. Selon l'article 1, tout le monde, le CPS va aider la personne à mener une vie digne. Donc, la personne peut demander une aide financière ou une carte médicale. Mais spécifiquement, pour des personnes sans séjour légal, il existe une procédure qui s'appelle la procédure aide médicale urgente. Cette procédure est écrite, ou cette possibilité est écrite dans la loi CPS, dans un arrêté royal, dans des circulaires et des instructions. Donc, c'est parfaitement une procédure légale. Et espérant, et légale, et on demande aussi au gouvernement de faire beaucoup de publicité pour cette procédure, que c'est bien connu par tout le monde et certainement par des prestataires de soins. Donc, la procédure est comme ça. La personne concernée doit se rendre vers le CPS de la résidence habituelle. En het is dat OCMW dat de aanvraag in ontvangst zal nemen. Dus het OCMW die verantwoordelijk is voor de aanvraag in het kader van de procedure dringende medische hulp, is het OCMW van de gewone verblijfplaats. De persoon moet uiteraard niet ingeschreven in de gemeente zijn, want een persoon zonder wettig verblijf heeft geen inschrijving in de gemeente. Maar de persoon, het is de plaats waar de persoon zijn kleding heeft, waar hij slaapt, waar hij overdag verblijft. Het OCMW waar dat hij het meeste band of binding mee heeft, naar dat OCMW moet hij gaan om zijn aanvraag in te dienen. En dat OCMW gaat een sociale enquête voeren, want er is geen automatisch recht op medische zorg. En in dans l'enquête sociale, le CPS va vérifier est-ce qu'il s'agit d'une personne sans séjour légal, parce que c'est une procédure spécifiquement pour eux. Donc, est-ce que c'est pas un demandeur d'asile ou c'est pas un touriste? Pour eux, il y a des autres procédures, mais cette procédure est spécifiquement pour des personnes sans séjour légal. Donc, le CPS va demander depuis quand vous êtes en Belgique, vous avez entamé une procédure, par exemple. Et le CPS va aussi vérifier si la personne est indigente, parce que le système CPS, pour tout le monde, c'est un système résiduaire. Le CPS intervient seulement s'il n'y a pas des autres instances qui peuvent intervenir et si la personne est indigente. Dus het OCMW wilt een onderzoek voeren, een enquête sociale, naar de behoeftigheid van de persoon. Et aussi, le CPS veut évidemment savoir est-ce que c'est bien
mon client? Est-ce que c'est bien mon CPS qui is responsable pour cette personne? Dus het OCMW gaat ook vragen stellen waar hij woont. En normaal gezien gaat het OCMW ook aan huis komen om te kijken waar hij woont, of hij daar woont. Het OCMW gaat aanbellen. Verblijft die persoon hier in dit huis? En het OCMW wil ook graag een beetje zien hoe leeft die persoon daar. Slaapt hij op een matras? Is dat een grote villa? Zulke gegevens zijn voor het OCMW belangrijk. Nu met corona heeft de overheid beslist dat het voor hen niet noodzakelijk is om een huisbezoek te doen. Integendeel, dus ze hebben gezegd in tijden van corona moet het OCMW geen huisbezoek doen. En de OCMW's leven dat na. Dus in tijden van corona zal het OCMW niet in huis komen. In Antwerpen bijvoorbeeld gaat het OCMW tot op de stoep. Ze doen een stoepbezoek. Donc normalement en corona, donc le CPS n'entre pas ou ne veut pas entrer dans la maison, mais le CPS peut poser des questions et c'est à vous aussi, c'est à la personne concernée aussi de donner un peu des arguments pour que le CPS est convaincu, c'est mon client. Pour l'État qui paye les soins médicaux, c'est égal quel CPS prend en charge ses frais. Mais pour le CPS ne veut pas être une attraction pour tout le monde dans différentes communes. Donc le CPS veut bien être plus ou moins sûr, ou le CPS veut avoir une indication que la personne séjourne la plupart de son temps sur le territoire. Oui. Quels soins? Donc, c'est super. Donc, les soins peuvent être curatifs, mais aussi préventifs. Et c'est très bien mis dans un arrêté royal, donc des consultations gynécologiques ou pour des dents, des analyses de sang. Ça peut être considéré comme aide médicale urgente. Ça peut être aussi des soins ambulants ou dans une institution de soins. Attention, ça doit être une institution de soins, donc pas une maison de repos parce que ce n'est pas considéré comme institution de soins, mais les soins dans une institution de soins avec numéro de nomenclature, ça peut être considéré comme aide médicale urgente, mais le prix journalier dans une maison de repos, une institution médico-pédagogique, een initiatief de protection, de hébergement protection, beschut wonen. Dus de lichtprijs of de dagprijs wordt niet betaald in het kader van dringende medische hulp, maar wel de specifieke zorgen. En ook belangrijk, dus de persoon heeft dus toegang tot het reguliere gezondheidsnetwerk. Donc la personne a accès au réseau médical régulier. Dus er is geen specifieke gezondheidszorg voor die persoon. De persoon heeft toegang tot de zorgverstrekkers zoals u en ik. Ook belangrijk, de overheid betaalt enkel de nomenclatuur, maar de rechtspraak zegt soms dat het OCMW dan toch moet tussenkomen vanuit eigen middelen voor zorgen die geen nomenclatuur hebben. Ja. Nog eventjes naar de vorige slide, alsjeblieft. Dus de vorige slide ging over het attest dringende medische hulp. Dus het is belangrijk dat een arts zo'n attest invult. In de volgende slide zal u een voorbeeld daarvan zien. Dat kan een attest zijn, dringende medische hulp, à procurer, dus te verstrekken, ou déjà procuré. Voor de overheid maakt dat niet uit. Ze eisen een dergelijk document, maar de terminologie dringende medische hulp moet daarop staan. Dus het moet door een arts ondertekend zijn en dat attest moet bewaard worden bij het OCMW voor ambulante zorgen of zorgen bij een apotheker. Het attest wordt bewaard in een verpleeginstelling voor zorgen in de verpleeginstelling. En voor de verpleeginstellingen zijn er verplichte attesten dringende medische hulp. Voor het OCMW maakt het eigenlijk niet uit welk soort attest dringende medische hulp, maar de meeste OCMW's hebben wel zelf een schabloon van attest dringende medische hulp. Dus voor ambulante zorgen betaalt het OCMW deze zorgen. Voor de zorgen in verpleeginstellingen betaalt de hulpkas. Donc le CAMI
paye pour les soins dans des institutions de soins et le CPS paye pour les soins ambulants. En ook belangrijk is dat er vertrouwelijkheid van gegevens is. Dus die gegevens die arts schrijft op de attest dringende medische hulp, mogen niet misbruikt worden voor andere of gebruikt worden voor andere doeleinden dan de betaling. Donc, vous pouvez utiliser ce paragraphe pour assurer la personne que dans le cadre de la procédure, la personne ne doit pas avoir peur pour aller au CPS parce que les données ne peuvent pas être mal utilisé. Ja. Als er een positieve beslissing is van het OCMW, komt er een medische kaart of een requisitoire. Dus dat is een beetje afhankelijk van welk OCMW, hoe ze werken. En hier ziet u een voorbeeld van een attest dringende medische hulp. U kan dat ook op onze website terugvinden. U ziet dat is niet zo uitgebreid. Hè. Dus dat is eigenlijk gewoon een vraag van de arts aan het OCMW. Wilt u een dossier open doen voor mijn patiënt of voor de patiënt of voor die persoon? Want het hoeft niet enkel voor zijn patiënt. Het kan ook gewoon voor die persoon zijn, zodat hij in de toekomst medische zorgen kan krijgen. Of hij heeft in het verleden deze zorgen gekregen. Dan is ook zo'n een attest interessant. En dan kan je a procuré schrappen en schrijven déjà procuré, dat is zeker ook oké. Veerle, je moet binnen 5 minuten ten laatste afsluiten. Oké, sorry. Ja. Ik doe mijn best. Ja, als de beslissing van het OCMW negatief is, dan kan er een beroep aangetekend worden. En dan heb ik daar ook een aantal wegen opgesomd om toch medische zorg te krijgen. Dus door de NGO's, gelukkig zijn zij er ook, die soms gratis medische zorg geven. Mensen doen soms een oneigenlijk gebruik van de spoedgevallendiensten, omdat ze daar niet direct moeten betalen. Dus mauvais recours au service d'urgence. Ze gebruiken vaak ook, of soms ook, de identiteit van een andere persoon om terugbetaling te krijgen van de mutualiteit van die persoon. En er zijn helaas veel mensen met facturen die niet betaald zijn. C'est dommage s'il y a des factures non payées, parce qu'on a l'impression que les prestataires de soins à Bruxelles s'occupent bien des personnes sans séjour légal, fait leur mieux pour eux. Et s'il reste des factures impayées, c'est pas juste pour les prestataires non plus, donc c'est pas une bonne chose. Ja. Kijk, dan zit ik al bij de regeling FedAsyl. Ik ga daar misschien niet bij stilstaan, behalve misschien nog enkele slides verder. Nog één verder. Ja, dus dat is een formulier dat iemand moet invullen om medische zorg te krijgen voor een asielzoeker die niet verblijft in een opvangcentrum. Want een asielzoeker die verblijft in een opvangcentrum wordt geregeld door het opvangcentrum, door de dokter daar. Dus daar zijn ook reglementeringen, maar daar ga ik niet over uitweiden. Maar wat interessant is, als het een asielzoeker is die niet verblijft in een opvangcentrum, dan moet hij voor elke medische zorgen een akkoord vragen aan FedAsyl via dit document. En dit document kan door iedereen ingevuld worden, de persoon zelf, de zorgverstrekker, of een sociale dienst. Donc, c'est intéressant pour un prestataire de soins, s'il rencontre un demandeur d'asile qui n'habite pas dans un centre de fait d'asile, il doit demander donc la personne concernée, le prestataire de soins ou une autre instance, un accord préalable à une cellule chez fait d'asile par intermédiaire de ce formulaire. Donc, il mentionne dans ce formulaire la date de la consultation et voilà, fait d'asile renvoie un accord et le prestataire de soins est sûr qu'il va être payé pour cette consultation. Oké. Ja, ik ga misschien enkel nog iets zeggen over de vaccinatie. Dus vaccinatie is gratis. C'est pour tout le monde sur le territoire belge. La mise en œuvre, c'est la région. Et à Bruxelles, donc, c'est possible. Chaque personne avec un numéro BIS ou un numéro national
peut téléphoner le call center pour avoir un rendez-vous. Et le numéro BIS, ça peut être créé par des médecins. Donc, c'est nouveau depuis l'été passé. Donc, et aussi, les personnes qui ont demandé aide médicale urgente dans le passé, ils ont déjà un numéro BIS. Dus elke zorgverstrekker kan een BIS-nummer creëren. Een BIS-nummer is eigenlijk een nummer dat lijkt op een nationaal nummer, maar voor mensen zonder nationaal nummer. Dat heeft ook de geboortedatum, maar het adres moet niet vermeld worden. En als mensen dat nummer hebben, dat BIS-nummer, kunnen zij naar het callcenter bellen en krijgen ze daar een afspraak voor een vaccinatie. Daarnaast zijn er ook de mobiele teams, Mobivax in Brussel, dus door Médecins du Monde, SAMU Sociaal en Croix-Rouge en Artsen zonder Grenzen. Ja, kun je afsluiten, Veerle? Ik ga afsluiten, ja. Oké. Voilà, nog een klein beetje verder. Ja. Hiermee wil ik afsluiten en zeggen dat er ook nog andere partners zijn die met dezelfde thematiek te maken zijn. Dus ensemble, nous pouvons y arriver. Donc, fait appel à des organisations spécialisées dans le droit des étrangers qui donnent une aide psychosociale, des services sociaux généralistes, des services de traduction. Et n'hésitez pas à faire appel à nous et les slides suivants sont un peu d'explication de Medimigrant, une référence vers notre site web www.medimigrant.be où vous trouvez plus d'informations. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation de cette soirée et voilà, bonne chance. Voilà. Encore après, ouais. Donc, comment essayer d'apporter les meilleurs soins possibles. Donc, une dia positive très rapide sur les déterminants sociaux de santé qui, je pense, vous connaissez peut-être, mais donc qui montre simplement que les soins qu'on apporte, donc la consultation, c'est Healthcare Services sur la droite en vert, c'est... Paola, votre micro est ouvert. Désolée. Oh, c'est pas grave. Désolée. Pas de souci. Donc, ça montre que entre les soins qu'on donne et puis tout le reste qui a aussi une influence sur la santé, voilà, on n'a pas une influence maximale et donc il faut aussi comprendre tout ce qui a un impact sur la personne en face de nous. Voilà, mais on pourrait parler de ça, de cette dia seule déjà 30 minutes. Donc voilà, à la suivante. Donc quelques petits conseils, quelques petites astuces. Je dirais comment essayer d'aborder une personne qui est en situation précaire, en séjour précaire. C'est tout d'abord comme n'importe quelle personne, évidemment, puisque elle n'est pas réduite à son statut, mais simplement à qui elle est. Alors, l'importance extrême de la communication. Donc, c'est la barrière qui revient le plus souvent avec la barrière administrative dont Veerle vous a parlé avec les difficultés pour avoir l'accès aux soins. C'est donc cette barrière linguistique qui peut faire en sorte que vraiment on n'arrive pas à comprendre ce que la personne veut ou à lui prodiguer les soins qu'elle nécessite. Et la barrière de la littératie en santé qui est également là pour toute personne, d'ailleurs, puisque le niveau de littératie en santé est bas pour beaucoup de personnes à Bruxelles et pas seulement pour les personnes en séjour précaire. Si vous ne savez, alors donc la littératie en santé, donc c'est comment comprendre aussi les informations et pouvoir les appliquer et pouvoir agir en fonction des informations qu'on reçoit. Et donc, voilà. Alors, un petit conseil, on va dire facile, mais quand même qui est intéressant de garder en tête, c'est d'essayer d'avoir une attitude de non-jugement, de pouvoir s'adapter à la personne et d'être à l'écoute de la personne. Je pense que ça a aussi été dit dans les groupes, mais c'est vrai que c'est important de comprendre ou d'essayer plutôt de comprendre le contexte dans lequel la personne se trouve et la temporalité dans laquelle elle se trouve. Une personne qui n'a pas de logement
n'a pas comme priorité d'investir ou de prendre du temps ou de l'argent pour sa santé. Parfois oui, mais si elle n'a pas cette priorité, il faut aussi comprendre que c'est parce que ses besoins primaires ne sont même pas remplis, donc être logé, être nourri. Et donc forcément, le contexte est très important et j'insiste là-dessus parce que parfois on peut avoir cette attitude de dire si la personne a besoin de soins, elle va venir, ou si elle a besoin de soins, elle va aller à son rendez-vous à l'heure, elle va voilà, s'adapter. Or, quand nos besoins primaires ne sont pas remplis, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans la même temporalité que quelqu'un dans une maison. J'insiste aussi sur le secret professionnel parce que des personnes peuvent être en séjour irrégulier, craindre que la police soit contactée. Ça peut être aussi pour porter plainte. Ça peut être, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Ça peut être aussi qu'elle est accompagnée par quelqu'un qui va jouer le rôle d'interprète, mais cette personne n'est pas forcément digne de toute la confiance, et donc parfois d'essayer de voir si on ne peut pas avoir un interprète externe, de même fonctionner avec un outil d'image, etc., plutôt que de se reposer sur un accompagnateur ou une accompagnatrice qui peut-être n'est pas idéal par rapport au secret professionnel. Par exemple, si on parle de contraception, d'interruption de grossesse, etc. Alors, encore des petites informations, c'est d'essayer d'identifier, ça on l'a dit, hein, c'est ce que vous avez fait dans les groupes, d'essayer d'identifier les informations nécessaires à une bonne prise en charge. Quel est le statut administratif, mais il ne faut pas toujours aller dans le moindre détail pour juste pouvoir analyser la situation. Quelles sont les barrières de langue, etc. Mais donc, essayer de savoir quoi poser comme question pour pouvoir orienter au mieux la personne ou la prendre en charge sur le moment même. Comprendre, appréhender et comprendre les besoins de la personne, ses priorités, ainsi que ensemble, après, d'essayer de fixer quelle va être la priorité du moment. Parce qu'une personne qui vient a souvent plusieurs problèmes, et si on essaye de se lancer dans tout à la fois, souvent c'est la recette pour échouer, que ce soit parce qu'on est épuisé ou parce que finalement ce qu'on veut faire nous ne correspond pas à ce que la personne veut faire. Et donc c'est important parfois de prendre ce temps pour fixer ensemble quelle va être la priorité, et même s'il y a plein d'autres choses très très importantes, de commencer par un bout du problème. Et enfin, de se former. Vous êtes là ce soir, mais ce n'est qu'un petit aperçu. Et de développer surtout, ça c'est le plus important, un réseau. Les partenaires, des ressources, des numéros de téléphone, le CPS, il y a plein de choses à faire, mais d'avoir pour votre pratique, votre environnement, d'essayer de développer ce réseau. C'est avec ça que vous allez pouvoir vous-même faire du travail sans être épuisé et accompagner au mieux la personne selon ses besoins. Alors, un point d'attention, c'est donc la barrière de la langue. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent quand des personnes ont été prises en charge, prises en soin par Médecins du Monde dans certains projets. Parfois, ce qui est le plus compliqué pour intégrer le parcours classique, la première ligne classique, c'est cette barrière de la langue. Donc là, je vous ai mis quelques liens. Bruxelles Accueil, le CETIS, DeepL, parce que c'est vraiment mieux que Google Translate. C'est malheureusement payant, ces services-là, mais ça peut quand même être intéressant pour des structures qui fonctionnent à plusieurs. Il y a des médiateurs interculturels qui sont donc plus que des interprètes, puisqu'ils font vraiment l'interface entre deux cultures en plus de la langue. Là, il y a Interculte qui est gratuit. Mais c'est uniquement pour les médecins généralistes.
Vous pouvez vous inscrire, les maisons médicales, voilà, malheureusement pas les dentistes et les pharmaciens. Vous pouvez vous inscrire, créer un compte, et alors là, il y a de plus en plus de langues disponibles et vous pouvez réserver un créneau. Donc, c'est pas onmiddellijk, mais bon, vous pouvez réserver un créneau et puis avoir un interprète. Le foyer sur Bruxelles qui a aussi des médiathèques interculturels, et alors quelques outils pictogrammes. Bon, j'ai mis 3 petits points parce qu'évidemment, il y en a plus que ça. Mais ceux-là sont pas mal. TraducMed, par exemple, vous avez vraiment une liste impressionnante de langues et vous avez plein de thèmes, et même les thèmes Covid, grossesse, etc. Et donc, dans la pharmacie ou dans la rue, vous pouvez prendre ça, ce site-là, et quand vous cliquez sur la phrase est dite dans la langue voulue. Mais à nouveau, c'est fait à l'avance, et donc c'est parfois plus correct que Google Translate. Voilà. Alors, bah oui, vous avez évoqué quelques noms, hein, Aquarelle, Doucheflux, Born in Brussels, SOS Jeunes, Naski. Voilà, il y a plein d'assos sur Bruxelles. Donc ça, c'est quand même le point positif, c'est qu'on est dans un réseau très dense, parfois un petit peu trop, et on s'y perd. Donc là, à nouveau, c'est pas une liste exhaustive, mais pour vous montrer un petit peu tous les domaines dans lesquels il existe des associations et qui peuvent vous soutenir, ou vers lesquels vous pouvez orienter les personnes qui n'ont pas d'accès aux soins, parfois juste temporairement, le temps que la situation administrative soit résolue et que vous puissiez les soigner, ou parfois elles sont orientées par ces organismes, parfois voilà, c'est juste pour les appeler, pour avoir un conseil. Par exemple, au niveau assuétude, vous avez Dune qui va donner du matériel de réduction des risques, donc du matériel pour consommer en sécurité. Vous avez le projet Lama qui va suivre les personnes qui ont les assuétudes, mais qui peut aussi vous donner un avis au téléphone si vous êtes médecin généraliste et que vous voulez faire le suivi vous-même, mais que vous voudriez bien un petit coup de pouce de quelqu'un qui a un peu plus l'habitude. Ben, ça, c'est possible aussi. Voilà, je pourrais passer une demi-heure sur cette image à faire un petit peu le tour, donc je vais malheureusement pas le faire, mais c'est pour vous montrer à quel point le réseau est riche et que c'est important de le connaître autour de votre environnement de travail. Alors là, c'est du coup une petite image donc de l'outil Helping Brussels, qui est un outil qui a été renforcé et amélioré récemment. Et donc, vous voyez, c'est tous des petits pictogrammes avec chaque fois un thème. Et donc là-dessus, quand vous cliquez, vous allez avoir parfois encore d'autres propositions. Par exemple, pour les soins, vous allez avoir soins médicaux, infirmiers, pédicure. Et par la suite, vous voyez toutes les associations sur Bruxelles qui existent, leurs heures d'ouverture, etc. Vous pouvez sélectionner aussi, voilà, c'est assez bien fait, c'est en évolution. Et donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Alors, vous avez parlé d'Athéna. Alors, j'en parle seulement maintenant parce que ben, c'est des centres spécialisés, on va dire, de la ligne 0.5, donc qui est la ligne entre la première ligne, c'est vous, la première ligne qui êtes là ce soir. Ben, la ligne 0, c'est le patient qui n'a pas, voilà, qui n'est pas encore en recherche ou qui n'a pas d'accès aux soins. Et la ligne 0.5, c'est le fait d'aller vers le patient, d'essayer de réduire cette distance entre le patient et la première ligne. Mais ben, idéalement, évidemment, cette ligne ne devrait pas être nécessaire, ou simplement elle devrait être pour des personnes qui sont vraiment en grande vulnérabilité. Ici, c'est vrai qu'elle est utile pour tout un tas de personnes avant qu'elles puissent intégrer la première ligne de soins. Et donc, vous avez Athéna qui effectivement fait des consultations de dépannage avec un médecin généraliste, une assistante sociale et une infirmière. Les consultations sont donc gratuites pour ces personnes-là. Et à chaque consultation, il y a un travail qui est fait pour essayer de raccrocher la personne au système.
C'est ouvert donc du lundi au vendredi sans rendez-vous, mais toutes les informations sont sur le site. Sauf que ce n'est pas écrit en grand que c'est gratuit pour les personnes sans accès aux soins. Donc, mais ça c'est le cas. Les touristes, par contre, ou les personnes dont le médecin généraliste est indisponible ou malade, elles payent la consultation. Le Hub humanitaire, qui est donc un projet avec MDM, donc Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, la plateforme d'aide aux réfugiés Bruxelles Refugees et SOS Jeunes. C'est un accueil plus pour les personnes qui sont en migration, qu'on appelle aussi migrants en transit, et qui donc parfois n'ont pas la volonté, a priori, de rester en Belgique. Et donc là, c'est près de Tour et Taxi, c'est aussi près d'une distribution alimentaire coordonnée par la Croix-Rouge pour l'instant, avec aussi des douches, etc. Et donc ça, c'est très utile si vous rencontrez aussi un jeune, un jeune non accompagné ou un moins jeune qui vient d'arriver en Belgique. Mais parfois, si vous êtes vraiment perdu et vous ne savez pas comment l'orienter, n'hésitez pas à l'orienter vers le Hub. Et sur le lien, il y a toutes les informations aussi pour l'accès. Voilà, encore quelques petites sources. Voilà, le bon plan de Dune, qui a un agenda papier, mais aussi une application qui reprend plein d'assos. C'est vraiment le bon plan. Il y a avec Bruxelles et Brusano, il y a des outils, il y a le helpdesk, il y a d'autres outils pour les professionnels de soins. Culture et santé, c'est une mine d'informations, avec des dossiers thématiques sur les inégalités en santé, sur migration et santé, sur tout ce que vous voulez, et plein de choses pour aussi animer des sessions, faire de la promotion à la santé. Il y a vraiment, c'est fantastique si vous allez y faire un tour. Les études évidemment du KCE sur l'accès aux soins, sur l'équité dans les soins. Medimigrant qui était ici et avec toutes les fiches très pratiques pour expliquer l'aide médicale urgente aux personnes en face de soi ou les autres types d'aide. Et le site de Médecins du Monde, parce que voilà, il faut quand même parler de soi un petit peu. Voilà, de nouveau, il y a 3 petits points. Voilà, ça c'était plus les choses que vous pouvez donner aux personnes. Donc le bon plan, justement, on peut l'avoir en papier en contactant la SBL ou l'application mobile RefAid, qui est une application pour les personnes en migration, et Surviving Brussels, qui reprend un peu le Helping Brussels, mais avec des pictogrammes et plus adapté au smartphone et à une application mobile. Voilà. Alors juste, c'est ma dernière dia, mais donc qu'est-ce que Médecins du Monde, hein, c'est la vision de Médecins du Monde, c'est d'aller vers un monde où le droit à la santé et à la couverture universelle en santé est atteint, un monde où chaque individu a accès aux soins et ce sans obstacle. Et barrières. Et les 3 piliers, c'est de pouvoir soigner, ce qu'on fait dans plusieurs projets, comme le CASO, dont certains ont parlé, au Botanique, dans les hébergements du SAMU social. Mais c'est aussi de témoigner, c'est aussi d'aller vers les politiques, d'aller vers le monde associatif ou citoyen et de montrer ce qui se passe pour les personnes vulnérables. Et c'est aussi d'essayer, comme un petit peu ce soir, d'accompagner le changement social et que la société soit ouverte à prendre en charge au mieux tout un chacun, au final. Voilà, je pense que c'était la fin. Très bien, Noémie. Je sais que toi et Rita, vous êtes très engagés aussi au niveau des personnes qui font le grève de la faim pour leur régularisation. On va envoyer à tous les participants le lien pour que ceux qui se sentent appelés à vous aider, parce qu'on a besoin de beaucoup de mains, j'ai l'impression, pour faire face à cette action. Je voudrais surtout vous remercier, tous les participants, d'être restés si longtemps en dehors des temps prévus. Et alors, Noémie, toi et Veerle, et aussi les modérateurs, Sarah, Rita, Anne et Jessie,
pour leur dévouement de s'engager pour cette soirée. En ik zou willen zeggen dat het een begin is ook van verschillende workshops en die dezelfde thema's behandelen om meer inclusieve zorg te bezorgen aan kwetsbare personen in Brussel. Donc, il y aura une prochaine session fin septembre sur la périnatalité, les femmes enceintes vulnérables, c'est le thème. Et j'espère qu'à ce moment-là, on pourra se réunir physiquement et comme ça, le dispatching dans différents lieux sera physique, dans des chambres différentes. On cherchera un endroit où c'est possible et on aura moins de problèmes techniques que ce soir. Ensuite, il y aura encore 8 ateliers supplémentaires. On projette environ 10 ateliers par an sur des thèmes différents. Et là, je vous invite à remplir l'évaluation qu'on va vous envoyer dès demain. Cela nous permettra de mieux tenir compte de vos suggestions. Dat zal ons vergemakkelijken, het evaluatieformulier, en ook om de volgende avonden mee in te richten. Les enregistrements seront disponibles et aussi et seront envoyés par Brussano dès demain, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et alors, on essaiera de répondre à vos questions d'une manière anonyme dans le cadre de cette diapositive. Donc, il y aura une réponse à toutes les questions qui ont été posées parce qu'on est bientôt 9h30. En ik denk dat het tijd is om een beetje het scherm te verlaten, tenzij dat sommigen van jullie nog naar voetbal willen kijken. Je pense que j'ai tout dit et surtout, je suis très heureux qu'on ait une telle... que ça a été tellement apprécié, cette initiative qui est le début d'un cycle. Tot het beste voor iedereen en tot heel binnenkort. En dank nog eens voor uw aanwezigheid en standvastigheid in gedurende bijna 2 uur nu. Bedankt en tot binnenkort. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Bye bye. Merci.